Et là, moi, j'aimerais qu'on échange là-dessus, sur comment faire collaborer deux approches qui ne collaborent pas, c'est-à-dire la médecine académique officielle et les médecines dites parallèles. Alors, on a pas mal parlé terminologie de plusieurs heures qu'on parle ensemble. Donc, parallèle, la définition mathématique, c'est qu'ils ne se croisent pas. On est d'accord? Ouais, ouais. Est-ce qu'on pourrait, tu penses, est-ce qu'on pourrait ou devrait faire en sorte que ces lignes se recroisent et à quel endroit? Je suis pas persuadé qu'elles se croisent pas déjà, en fait. Donc, je pense qu'elles ont déjà commencé d'être gauchies. Par contre, je pense qu'il y a le discours qui est fait euh, autour et une certaine façon d'envisager les problèmes qui est en médecine, il y a une espèce de dogmatisme sur le fait qu'un problème aurait une solution, qu'il y aurait un facteur de risque expliquant une maladie, etc. Une espèce de vision un peu conséquentialiste, monolithique de la survenue des choses et qui a du mal à appréhender l'idée qu'en fait, non, il y a tout un faisceau de choses qui concourent à une situation à un moment. Du mal à regarder ça en face. Donc pour moi, c'est une des premières choses où on pourrait commencer à discuter, avant même de discuter des solutions techniques ou pharmaceutiques ou nutritionnelles ou autres, c'est sur la façon d'envisager un problème. Euh, Actuellement, si on te dit que tu es trop gros, il faut t'arracher la moitié de l'estomac et l'agrafer. Ouais, c'est une façon d'envisager le problème qui est un peu simpliste, quoi. Et dans l'evidence-based medicine, tu vas pas avoir de mal à démontrer qu'en arrachant la moitié de l'estomac et en l'agrafant, tu vas plus maigrir dans les 6 mois qui suivent qu'en faisant un régime compliqué, etc. Maintenant, si tu commences à regarder de manière un peu plus holistique ou on va dire permaculturelle, tu vas te dire, bah, il y a un gros travail sur l'image de soi à faire, sur la spiritualité de la personne, sur sa capacité à s'aimer. Il y a aussi d'accepter une temporalité lente, en fait. Tu as mis 30 ans à faire 100 kilos, bah, peut-être que tu ne vas pas mettre 6 mois à en faire 70, quoi. Euh, L'idée aussi que le, il y a des problématiques systémiques. On laisse des industriels bourrés de merde les produits qu'ils mettent dans les rayons des supermarchés, etc. On interdit. Et donc finalement, tu vas commencer à trouver plein de cibles autour de la problématique de l'obésité qui n'ont plus à voir avec le fait d'agrafer l'estomac et de maigrir dans les 6 mois. Peut-être que ça va être vraiment du recours législatif pour qu'il y ait un affichage sur les produits. Peut-être que ça va être de faire des cours de cuisine dans les écoles, etc. Peut-être que ça va être de faire des cours pour aller au marché dans les écoles, pour apprendre à acheter les produits, etc. Et qu'effectivement, c'est un travail sur la lenteur, c'est un travail sur le fond. Et là, il y a une des façons, à mon avis, de commencer à ouvrir la médecine à ça, c'est de changer le pas de temps. Je ne sais pas si tu te souviens, Yoda, il dit côté obscur de la force est plus rapide, plus facile. Euh, mais en fait, c'est le côté obscur de la force. Côté lumineux de la force, lui, il est plus lent, en fait. Il prend son temps. Et il admet l'échec comme une occasion de progresser, etc. Et il y a pas de colère, ni de peur. Donc, une espèce de slow médecine, déjà, à mon avis, avant de vouloir faire une médecine intégrative. C'est juste une médecine lente. Or, elle existe déjà. C'est normalement la médecine générale. C'est la médecine, l'endocrinologie, qui travaille sur le diabète, sur l'obésité, etc. C'est des spécialités médicales, en fait, qui ne sont pas dans trouver une résolution tout de suite, mais qui sont dans essayer de comprendre comment la personne vit, etc. Et ça, je pense que c'est déjà en train d'arriver, parce que c'est déjà arrivé dans les soins infirmiers. C'est l'histoire de Buurtzorg. Je ne vais peut-être pas la raconter là, mais c'est des gens qui, en Hollande, ont commencé à faire des soins infirmiers où il s'agissait plus seulement de faire les prescriptions des médecins, mais il s'agissait de prendre la personne dans son ensemble, de discuter avec elle et d'essayer de trouver d'autres solutions. Et ça pourrait être une phrase qu'on met en haut, quoi, hein, de l'Académie de médecine intégrative. C'est il y a toujours au moins une autre façon de faire euh, dans n'importe quel problème, quoi. Après, on pourrait remettre les principes de permaculture, hein. Le problème est la solution, quoi. Un élément doit avoir plusieurs fonctions. Une fonction doit être prise par plusieurs éléments. Réfléchissez à la quantité d'énergie que vous investissez dans le système au départ et au retour sur énergie que vous aurez, quoi, pour pas lutter contre des moulins à vent. Donc, il y a finalement une des choses qui, à mon avis, va rapprocher ces deux courbes parallèles dont tu parlais, c'est la contrainte économique.
Oui. C'est-à-dire qu'une bonne partie de la médecine allopathique actuelle est liée au feu de joie énergétique et économique qu'on y consent. Mais en fait, c'est déjà en train de se restreindre, c'est déjà en train de se serrer. Donc finalement, il y aura peut-être quelques gens très riches qui penseront qu'ils pourront passer au stand et faire la médecine avec Watson de Microsoft, etc. Et bon, peut-être ça va exister, mais en fait, je peux t'assurer que chez ces mêmes gens riches, ils essaient de faire des régimes véganes, des trucs. Au bout d'un Ouais. moment, il y a l'idéologie, mais il y a un moment donné, c'est le pragmatisme. Et c'est ce qu'on avait vu. Il y avait des remboursements de la kiné en Angleterre. Je ne sais plus si c'est l'Angleterre ou le Royaume-Uni. Et immédiatement, en très peu de mois, les gens avaient basculé vers l'ostéopathie, y compris ceux qui étaient détracteurs. Pourquoi? Parce qu'on se disait, ben, avant, bah, c'est remboursé. Soit intégralement par la sécurité sociale, soit avec les complémentaires santé. Or là, il fallait donner des sous de sa poche. Eh bien, plutôt que de faire 15-20 séances de kiné, quand on fait le calcul, peut-être que 4 séances chez l'ostéo, ça équivaut au même résultat. Donc, il y avait eu une bifurcation de cette manière-là par un opportunisme financier et en effet par un déremboursement du système de soins qui est en train de s'effondrer. Alors, ça va être à deux vitesses. Ça sera le riche pourra se faire soigner dans les clous et puis l'indigent devra souffrir dans son coin. Ou alors, faire de la prévention. Donc ça va demander de la pédagogie et un peu de temps, hein, parce que là, on est lancé à pleine vitesse sur la consommation et l'instantanéité, mais aussi sur un pragmatisme et une ouverture forcée vers des approches d'hygiène de vie autres, où la médecine a évidemment un place à jouer, et puis travailler sur le terrain du patient, et plus seulement sur sa crise aiguë. Ouais. Donc moi, Donc, je suis assez économique, une optimiste. bonne opportunité, effectivement. Mais pour remettre de l'optimisme aussi, en fait, si moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur, hein, c'est-à-dire je suis vraiment au pic pétrolier, hein, je suis au sommet de la courbe de feu de joie énergétique de l'humanité, quoi. Quand je réanime des gens, pour une personne, il y a de quoi éclairer le Togo pendant 2 ans, quoi. Enfin, en termes de kilowattheure. Tu vois, on est vraiment dans du délire énergétique complet, quoi. Euh, donc d'une part, c'est pas pérenne, et d'autre part, si moi je commence à me poser la question, alors que je suis élevé dans le dogme, si tu veux, comme les autres, hein, je suis pas ni plus ni moins intelligent, et alors que moi je me pose la question, ça veut dire qu'il y en a plein d'autres qui se la posent, et, Évidemment. et que donc c'est en train d'arriver. Et si on déploie Réinfo Covid, Réinfo Covid puis Réinfo Santé, où Voilà. l'enjeu de Réinfo Santé, c'est de travailler sur l'immunité, c'est pas de travailler sur quel volume courant on règle sur le respirateur on peut en parler aussi, quoi, mais bon, ça paraît tellement dérisoire en fait. Même si ouais, techniquement, bon, on peut jouer avec le respirateur, etc. Mais donc il y aura une partie de médecine allopathique si tu veux, mais le gros du morceau, ce sera au contraire le reste, quoi. Où là, pour le coup, c'est dans un, il y a tellement à explorer en fait. Alors, parle-nous de tes bains froids, Louis. De quoi de De tes bains froids, de ton hormèse. Bafroid, Hormèse, vas-y, précise-moi ces mots-là, parce que je connais plein de mots, mais. Eh ben, c'est de renforcer son système Ah immunitaire oui. par des expositions à des choses où la capacité Oui, les bains d'adaptation est froids, limite. d'accord, ouais, c'est ça. Voilà. Ok. C'est drôle parce qu'en anesthésie réa, on connaît déjà ce concept. On fait ce qu'on appelle du préconditionnement. C'est-à-dire, on va, par exemple, avant d'exposer, déjà au niveau expérimental, hein, on sait que si on clampe plusieurs fois l'artère carotide d'un animal et qu'on lui fait faire des espèces de petites ischémies répétées, ischémie, ischémie, c'est le blocage, quoi, de la circulation du sang. Euh, et ben, en fait, si après il fait un AVC vraiment, un thrombus, un caillot, tu me dis s'il y a des mots trop techniques, un caillot dans une artère et qui bouche une de ces artères, il va moins souffrir. En fait, il va avoir moins de déficit que s'il avait fait un caillot d'emblée. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on lui clampe un peu l'artère comme ça, il va développer des artères collatérales. Il va dire, oula, cette partie du cerveau-là, il faut quand même que j'ai un petit backup de l'autre côté, etc. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le préconditionnement. Ce préconditionnement, il y a quelqu'un qui est un peu rigolo qui s'appelle Wim Hof, Iceman. Iceman, c'est un type qui propose des techniques de méditation, de respiration et de bain dans la glace, justement, et de soumission au froid. Et il prétend que sa technique permet d'être invulnérable, quoi. Bah, Et il donc, prétend pas parce que de toute façon, il y a eu des études qui ont été faites où il s'est inoculé lui-même des voilà, bactéries. c'est ce que j'allais raconter, ouais. Ouais.
Mais vas-y. Hein. Vas-y. Non, 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 vas-y. Donc les scientifiques disent ouais, mais enfin bon, faut qu'on teste ça, quoi. Donc effectivement, il passe en réanimation, on lui met un cathéter artériel, une voie centrale, puis on lui injecte un petit morceau de peau de Escherichia coli, quoi, la peau d'une bactérie qui s'appelle l'hypopolysaccharide et qui fait des réactions inflammatoires très importantes qui vous mettent au tapis pendant 3 à 4 jours, quoi. Avec de la fièvre, etc. Et un orage inflammatoire, normalement, vous augmentez l'interleukine 1, l'interleukine 6, le TNF, etc. Pendant plusieurs jours. Et ben, ils font ça à Wim Hof, et Wim Hof, il a vaguement mal au crâne pendant une demi-heure, quoi. Et il n'a pas de fièvre, il n'est pas au tapis, il n'a pas le cœur qui bat vite et tout ça. Et il dit, bah, non, ça va, quoi. Et donc, il dose dans son sang l'interleukine 1, l'interleukine 6, le TNF, etc. Mais en fait, lui, ça ne bouge pas, quoi. Il n'a pas de rage inflammatoire. Alors, ils disent, ouais, d'accord, mais en fait, c'est vous qui êtes un peu spécial. Vous avez un génome un peu spécial. Et donc, c'est toujours ça. Bon, vous êtes une force de la nature, ça arrive, quoi. Il dit, non, 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 c'est ma technique. Ok, on refait, mais avec des volontaires sains. Je forme une douzaine de jeunes pendant 4 jours. Comment? Pendant 4 jours, ouais. Ouais, c'était 4 jours. Il me semblait que c'était plus long que ça, mais il faudrait qu'on re-regarde parce que je l'avais lu l'étude. On recheckera. En tout cas, enfin, je veux dire, c'est pas des gens qui ont été initiés pendant des dizaines d'années comme lui, comme on pourrait le croire. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis il y en a d'autres, on va les laisser venir comme ça, quoi. Donc on a les vidéos dans l'appendice de l'étude où ils montrent les jeunes qui sont dans la neige, qui courent en caleçon dans la montagne, etc., qui se pèlent de froid en haut de la montagne en faisant de la méditation et des exercices de respiration qui se rapprochent du pranayama, du yoga. Hein. Et ils font pareil, ils les mettent en réa, ils injectent la peau de l'Escherichia coli, le lipopolysaccharide pour créer une réaction inflammatoire, qui ne les tue pas quand même, hein, qui soit juste ce qu'il faut. Et puis, tous ceux qui n'ont pas eu l'enseignement de Wim Hof, ils sont au tapis, quoi, ils font un gros orage inflammatoire, etc. Puis ceux qui ont eu l'enseignement de Wim Hof, c'est pareil, vaguement mal au crâne, quoi. Et là, ça veut dire qu'en fait, on est capable d'immunomoduler notre système immunitaire sans aucun médicament, et même pas par la nourriture ni rien. Juste par le fait de se soumettre à un truc un peu plus dur que d'habitude. Mais quand vous y pensez, c'est du bon sens. C'est qu'on fait notre thermostat en fait en permanence de relation au monde. Si vous n'avez jamais de relation avec un quelconque virus, hop, il y a des conquistadors qui arrivent et qui vous donnent la variole, être décapés et décimés alors que vous étiez indien d'Amérique du Sud. Si vous êtes protégé contre tout, vous bouffez des antibiotiques en permanence, vous avez des vaccins tout le temps. En fait, vous ne pouvez plus survivre dans le monde tel qu'il est. Vous êtes obligé de transformer le monde tel qu'il est en permanence. Et ça, c'est un déploiement d'énergie massif et phénoménal. Alors que vous transformez, vous, pour rester en interaction et rester en lien tout en définissant la limite, c'est ça qui est bon. Donc, de faire son thermostat immunitaire. Donc, on en a parlé aussi ce matin, je pense, sur l'idée que le virus vous traverse et qu'il est là pour que vous mettiez au thermostat immunitaire qui va bien par rapport à lui, pas du tout d'essayer de lutter contre lui ou de le détruire ou de l'éradiquer. C'est des idées so 20e siècle, quoi. C'est tellement... vraiment, ça paraît tellement simpliste dans la tête de blaireau, quoi. C'est fou, quoi, que les mecs soient professeurs et tout, quoi. D'avoir cette vision-là du monde, c'est tellement idiot, quoi. Alors qu'en plus, il y a toutes les preuves qui sont attestées depuis des années. C'est-à-dire qu'on sait qu'un terrain, enfin, on connaît l'épigénétique, on connaît la modulation du système immunitaire, et donc il y a juste à parler du terrain, mais c'est vrai que c'est plus challengeant pour l'entité qui va enseigner, de dire on sait tout, on maîtrise tout, on va éradiquer tel virus, on va faire de l'asepsie, on va faire du renforcement, enfin pas renforcement, de la stimulation immunitaire par l'injection de vaccins, par exemple. Or, la nature nous montre l'inverse. Moi, par exemple, je viens du milieu paysan où les gens sont assez robustes. Et puis, on sait que par des études que le monde, enfin, les gens qui sont élevés à la ferme ont un meilleur système immunitaire que les enfants, par exemple, qui ont grandi en ville. Mais moi, pour avoir grandi dans ce milieu-là, et pour avoir échangé beaucoup avec mon papa, il me disait que quand ils étaient jeunes, ils partageaient la même chambre avec ses frères. La gamelle d'eau dans la chambre était gelée la nuit. Donc, ça veut dire qu'il faisait inférieur à 0. Donc là, ton hormèse, tu l'as. Ensuite, quand ils étaient dans la seule pièce chauffée de la maison, c'était la cuisine. Et à côté de la cuisine, il y avait l'étable, où il y avait une porte avec un trou comme ça pour que la chaleur de l'étable circule. Mais qu'est-ce qu'il y avait au milieu de l'étable? Du purin, donc c'est-à-dire de l'urine, des matières fécales de vache mélangées à donc de la paille après. Donc il y avait les microbes. Les enfants marchaient pieds nus, mains nues sur le carrelage et ils prenaient ces miasmes et ils développaient un système immunitaire en béton. Ensuite au froid,
ensuite à l'activité physique au grand air, etc. Et ce qui fait qu'ils étaient extrêmement... Alors, il y avait de la perte, hein, c'est-à-dire le faible avait de la difficulté à survivre. C'est pour ça qu'il y avait des familles très nombreuses. Moi, du côté, par exemple, de mon grand-père maternel, 14 enfants. Non, mais tu vois, tu as, ça. Donc, il y a un petit peu une gestion, ce qu'on disait, les espèces s'autorégulent. Et j'en parlais d'ailleurs avec mon papa ce midi, qui est chasseur, et qui me disait, on tente de dire, oh, il n'y a plus beaucoup de lièvres. Donc, les chasseurs en ont trop tué. C'est ce qui est dit. Donc, on va interdire la chasse aux lièvres pendant 2 3 ans. Or, il me dit, la population n'a pas bougé. Et il me dit, mais c'est normal parce qu'en fait, eux, ils se développent les lièvres en fonction d'un périmètre, tant de lièvres à l'hectare. Et c'est une population qui s'autorégule. Eh bien, il y avait ce principe-là vivant, et nous, on cherche à maîtriser la population, on cherche à maîtriser les virus, la propreté, les bactéries, et puis de dire il faut complémenter le système immunitaire, il ne faut pas trop le stimuler. Alors, il faut toujours protéger le faible, parce qu'il y a des personnes qui ne pourront pas être soumises à des stimulations immunitaires. Donc là, la médecine a un rôle de protection à jouer dans le sens où par intervention extérieure, elle va sauver l'individu. Mais il y a la grande majorité des cas, l'individu, par stimulation de son propre système immunitaire, dans l'augmentation des capacités adaptatives de son terrain, va se renforcer et va laisser passer un virus qui va agir de manière asymptomatique. Et je trouve que cette opportunité de cette crise sanitaire et du Covid, et donc du SRAS-CoV-2, eh ben, devrait nous dire, bah, tiens, pourquoi lui, il est affecté et pourquoi pas lui? Et ça devrait nous révéler, plutôt que de parler de maladie, on devrait parler en définitive de santé et de tout ce qui favorise la santé, les techniques respiratoires, les expositions au froid ou au chaud, et puis évidemment le carburant principal qui est l'alimentation. Est-ce que toi, dans le milieu duquel tu émerges et que tu côtoies tous les jours, tu sens qu'il y a un mouvement dynamique dans ce sens-là? Non, Ah, merde, tu non, m'as non, coupé dans non, mon bien élan sûr que là. non. Pas en réanimation ni rien, mais au sein de la société civile et dans d'autres milieux, oui. Et dans plein de médecins généralistes aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me doute que dans l'AREA, c'est difficile parce que vous êtes en bout de piste et vous êtes quelque part dans l'urgence. Et la question. Ouais, et puis il y a beaucoup de gens qui sont complètement le nez dans le guidon, donc n'arrivent même pas à imaginer de quoi on est en train de parler là. Oui, Et bien sûr. donc ils sont plutôt à essayer de mettre des corticoïdes pour calmer le système inflammatoire dans la surréaction inflammatoire au virus. Donc on est loin du compte, quoi, on va Mais dire. par exemple, toi, tu dois connaître des médecins généralistes, forcément. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, il y a plein de gens. Enfin, dans le collectif, il y a plein de monde, hein. Toi, je veux dire, parce que là, On il y a répond à un un biais. besoin et à une demande, si tu veux. On émerge parce qu'on est nécessaire. Pas parce que c'est Oui, la oui. volonté coûte que coûte contre la réalité du docteur Fouché. C'est pas le cas. Hmm. Moi, je dirige rien, en fait. Je suis juste l'outil du destin, quoi. Mais c'est en train d'arriver, ouais. Donc ça, c'est plutôt hyper satisfaisant. C'était déjà arrivé en psychiatrie, en psychologie. Pendant des années, on s'est intéressé à qui était dépressif, à qui faisait des suicides, etc., Hmm. qui était schizophrène, et trouver des facteurs de risque de ça. Puis il y a un type qui est arrivé et qui a dit, mais et si on s'intéressait aux autres, à ceux qui vont bien, et qu'on essayait de regarder c'est quoi les facteurs de risque d'aller bien? Parce que c'est peut-être pas les mêmes en miroir que ceux d'aller mal. Et Aïe. effectivement, ce n'était pas forcément les mêmes en miroir. Et c'est le début de la psychologie positive qui a été un peu une révolution en psychiatrie. Parce que d'un coup, on a dit, mais ah ouais, en fait, avoir une vie spirituelle, en fait, ça permet d'être en bonne santé mentale. Ah oui, avoir un réseau social qui va bien, et avec des relations saines où il y a de l'écoute, etc., de l'amour, ça fait du bien aussi, quoi. Enfin bref, ils ont trouvé plein d'autres facteurs de risque d'aller bien. Je pense qu'on c'est pareil là en santé, quoi. On est en train d'essayer de trouver les facteurs de risque d'aller bien. Et Super. Ben, voilà. c'est évidemment une rampe de lancement pour après. Donc, toi, on va dire, j'imagine que tu es partisan, du coup, avec ce discours-là, d'une médecine plus intégrative. Oh, ouais, carrément. Moi, je pense que en fait, c'est même nécessaire. Encore une fois, faire une chaire de médecine intégrative va ouvrir des possibles aux médecins allopathiques stricts, parce que d'un coup, ils vont pouvoir regarder de manière un peu plus globale ce qui se passe et regarder aussi en amont. Et qu'in fine, un des problèmes, c'est que ça coupe l'herbe sous le pied à une partie de la médecine allopathique, c'est-à-dire à partir du moment où tu n'es plus malade, tu n'as plus besoin de remède. Et donc, comme la médecine allopathique telle qu'elle est formulée aujourd'hui, c'est une médecine de la remédiation euh, et de la remédiation mercantile. L'OMS et l'OMC sont très proches, quoi, hein. On répète ad nauseam la définition de la santé
aux étudiants en médecine, c'est un état de parfait bien-être psychologique, affectif, etc. Mais en fait, ça veut dire qu'on est tous malades. Et qu'en plus d'être tous malades, on n'est pas capable de trouver une façon de remédier à ça par nous-mêmes. Donc, en fait, on te désapproprie de ta capacité à être en bonne santé. Et donc, il va falloir qu'on te vende de la remédiation. Et donc, c'est un système mafieux qui consiste à te braquer sur ta capacité à être en santé et ensuite à te vendre le remède en grande partie. Alors, je ne jette pas le bébé avec l'eau de bain, je ne veux pas tout voir en noir. Il y a des trucs géniaux dans la médecine allopathique. C'est juste un retour critique, on va dire, dessus. Et donc, ouais, je pense que la grande difficulté, c'est ça, c'est pourquoi est-ce que la médecine intégrative a du mal à percer? C'est parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des blocages socio-systémiques. Un blocage socio-systémique, c'est quoi? C'est par exemple le clavier AZERTY, là. Pourquoi on a un clavier AZERTY, quoi? Alors que, en fait, au départ, l'AZERTY, il a été fait pour les touches des machines à écrire, pour pas que les petites pattes, elles s'en mêlent, pour pas que les secrétaires, elles tapent trop vite, parce que sinon, les petites pattes, elles se bloquaient et tu jamais ta machine à écrire, quoi. Et tu l'enrayais. Et donc, on a fait AZERTY pour que ce soit dur. Il faut aller chercher le A loin, le E est en haut, etc. Avec le petit doigt, ça ralentit la frappe. Mais en vrai, on connaît des claviers qui sont capables de te faire taper 2-3 fois plus vite, en fait, sur des gens qui tapent bien, où toutes les lettres de manière fréquentielle sont réunies au centre, sur les doigts principaux, et où tu vas chercher le Z une fois de temps en temps, quoi, et le W, mais voilà. Et ces claviers-là, ils marchent mieux, mais ils n'ont pas percé. Ils n'ont pas changé. On a toujours des AZERTY. Ça, c'est ce qu'on appelle un blocage socio-systémique. Un autre blocage socio-systémique, c'est pourquoi en agronomie, quand quelqu'un arrive et dit moi j'ai envie de faire ma recherche, ma thèse d'ingénieur agronome sur la permaculture et les semences familiales, etc. Son chef de service il dit non, tu ne trouveras pas un rond, laisse tomber. Par contre, moi j'ai fait la patate BT Monsanto 54 qui, avec son pesticide et tout ça en monoculture. Ouais, j'ai des financements pour ça, viens donc, fais-le, quoi. Et ça va être plus simple, quoi. En plus, moi je connais bien le sujet et tout ça, c'est l'avenir, quoi. Fais donc un OGM. Et ça fait quoi? Ça veut dire qu'on ne va jamais travailler sur les outils de mesure d'une culture, quoi, le rendement à l'hectare, tu vois, ou des choses comme ça, et sortir de ça pour aller vers mais quelle énergie entrante, quelle énergie sortante sur une culture. Enfin, tu connais mieux ça que moi, j'imagine, mais ça, c'est ce qu'on appelle un blocage socio-systémique. Pourquoi moi, je ne peux pas chercher sur le low-tech en réanimation et faire des pirouettes intelligentes avec le respirateur que j'ai déjà et ce que j'ai déjà, et que je ne trouve pas un rond, j'arrive pas à financer la recherche, en fait, alors que ça ne coûte rien. J'ai besoin de 300 € d'assurance, quoi, pour certaines recherches, c'est tout. Mais je ne les trouve pas, parce qu'à chaque appel d'offres, on me dit, ouais, non, mais non, alors, nous, on fait là, des applications et de l'intelligence artificielle, quoi. Donc, bon, sympa votre truc, ouais, ça a l'air bien, mais bon, revenez avec une application, quoi. Et ça, c'est un blocage socio-systémique. Alors que moi, ce que je fais, ça économise de l'argent, ça économise de l'énergie, ça économise de trucs, quoi. C'est juste du bon sens. Donc, c'est pareil pour la médecine. À mon avis, il va y avoir des blocages socio-systémiques qui sont que pour le moment, la plupart des gens qui donnent des sous, voilà. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la médecine intégrative, doit s'accompagner quelque part d'un modèle économique et d'un modèle social. Puisqu'on a dit que c'est un blocage socio-économique, socio-systémique. Donc, arriver à trouver un modèle économique qui soit viable et qui soit basé sur le don, c'est intéressant, parce qu'il y a plein d'expérimentations en cours, ou sur la participation consciente, par exemple, qui échappe à l'argent ou à la monnaie dette, qui passe dans d'autres systèmes. Je pense que toute la réflexion autour de la médecine intégrative, elle doit aussi se situer là, que sinon elle ne percera pas. Ou alors il faudra qu'attendre que le reste soit complètement effondré, quoi. C'est toujours mieux de faire une transition douce que de laisser un espace insécurisant. Ouais, et c'est vrai sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, sur l'hormèse, etc. Tu essayes de soumettre quelqu'un qui est un petit peu bedonnant, qui fait plus aucun effort, etc., un truc un peu trop dur, tu vas le perdre, quoi. Tu vas pas y arriver, tu vas peut-être même le claquer, quoi. Moi, je le vois en apiculture. Tu cherches à revenir en apiculture naturelle alors que on a une PMA pour rennes complètement délirante, un niveau d'invasion, enfin de contrôle sur ce que c'est que l'apiculture, qui est proprement délirant, en fait. Tu n'y arrives pas, toutes les abeilles, elles meurent. Donc, il va falloir y aller progressivement, recréer un biotope qui permet que ce soit possible. Parce que là, voilà, on peut se lancer sur le On parallèle peut sur appliquer ça au l'apiculture. système de santé, puis aussi au système. Moi, il y a beaucoup d'individus qui viennent me voir en disant, oh là là, j'ai pris les exemples les plus courants, parce que ça, ben, il y en a de plus en plus, c'est le lévothyrox. Je veux l'enlever. Mais je dis, mais non. Et donc, il y a plein de gens qui viennent avec des troubles graves. Tu parlais d'endocrinologie. Ils disent, bah, je vais m'en passer parce que je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Je dis, oui, mais cette béquille-là,
elle t'a assisté pendant des années. Tu as fonctionné avec quelque chose qui s'est atrophié, donc la capacité à produire certaines hormones, qui était déjà existante, puis qui s'est amplifiée parce qu'il y a une molécule synthétique qui est venue faire le job, plus ou moins bien d'ailleurs, selon le dosage. Mais donc, si tu l'enlèves, c'est comme si tu avais une jambe lésée et que tu enlèves une béquille, tu vas boiter, voire tu vas chuter. Et il y a aussi cette erreur-là de cette violence, de vouloir changer du tout au tout en occultant le fait qu'on a été sous dépendance, plus ou moins bienvenue, ça peu importe, on s'en moque, mais que la transition, pour certaines personnes, dans certains cas, doit se faire en douceur. Donc, c'est le cas d'un individu, c'est le cas d'un sol, c'est le cas d'un écosystème comme celui des abeilles, et c'est le cas d'un système global comme celui dans lequel on évolue. Donc, soit ça crache, soit ça pète violemment, allant jusqu'à la rupture et au décès, soit on essaye de faire la transition la plus douce et équilibrée possible. Moi, l'image que j'utilise souvent, je préfère des sinusoïdes comme ça plutôt que des pics comme ça. Et ça parle, cette image en général. Et souvent, quand il y a une prise de conscience, ça s'accompagne, et c'est la logique du système de consommation immédiat dans lequel on évolue. Bah, je veux tout de suite le résultat. Toi, tu le disais avec les changements alimentaires. Bon, bah, tu as mis 20 ans à prendre 30 kilos. Eh bien, il va falloir que tu acceptes de prendre un peu de temps pour perdre, même si toi, tu voudrais tout de suite maintenant, que tu as eu ta prise de conscience et tu veux l'effet tout de suite. Eh bien, dans ce changement de paradigme qui est en train de s'opérer, il y a un paquebot qui est lancé avec 80 000 tonnes de containers, et même si on l'arrête, il y a une inertie qui est très forte. Donc, on peut choisir de faire le virage, mais au risque de se fracasser très vite, soit on l'enclenche le plus tôt possible pour qu'il y ait le moins de heurts, parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, sans être naïf, eh ben, évidemment qu'il y aura des heurts dans ces modifications systémiques. Ouais. Et à mon avis, il y a la place de l'autre là-dedans. C'est-à-dire que souvent, on considère que l'autre est là pour te faire prendre conscience, alors quand je pense que c'est l'inverse. La prise de conscience, elle est tout seule pour un chemin, par exemple, psychologique ou psycho-affectif ou un chemin spirituel. La prise de conscience, elle est le préalable à ce qu'il se passe quelque chose, effectivement. Mais c'est pas tant les autres qui te font prendre conscience. Tu as beau dire et redire à quelqu'un ce qui va pas, et tu le vois mieux que lui, effectivement, parce que tous les gens à l'extérieur voient mieux ce qui se passe. Quand tu vas dans une famille et que tu regardes comment la famille interagit, tu vois tout de suite ce qui est un peu pathologique ou ce qui est un peu problématique, alors que les gens le voient même pas. En fait, ils vivent ça. Et inversement, les gens qui vont venir chez toi, ils vont voir des choses que toi n'arrives pas à voir. Donc, le regard des autres est intéressant, mais pour autant, il va pas te faire évoluer. Et donc, il y a un moment, il faut que toi, tu prennes les leçons de la vie parce que la vie te remet le même problème de manière incrémentale jusqu'à ce que tu comprennes. Le destin est taquin en général. Et tu vas avoir toujours le même type de relation et jusqu'à ce que tu comprennes que bon, elles sont trop belles pour toi et elles t'aiment pas. Il faut que tu prennes il faut que tu en rabattes quoi. Et prendre au moins quelqu'un de sympa et qui t'aime quoi. C'est ça le plus important. Et que dans le boulot, ça se passe toujours pareil, etc. Donc, c'est assez drôle parce que de l'extérieur, c'est très facile à voir chez les gens. Souvent, C'est évident, on ouais. voit. Voilà. Ouais, évident. Mais par contre, donc il y a le moment de la prise de conscience. C'est ça, il y a un vrai travail à faire dessus, à mon avis, parce qu'il est autour de raconter, de permettre un miroir, de décentrer, etc. Il y a tout un jeu, en fait, presque qui est du domaine artistique ou de la comédie pour montrer des choses qui ne soient pas dans le domaine intellectuel, mais qui soient des truchements plutôt émotionnels ou dans le ventre. Et donc, il y a tout un côté sensible, en fait, là-dedans, à faire prendre conscience de manière sensible et pas par un canal intellectuel. Parce qu'il y a des gens qui ont pris conscience intellectuellement de leurs problèmes, mais qui ne vont jamais réussir à le résoudre, quoi. Et ça, c'est la deuxième étape pour moi. C'est l'accompagnement sur le chemin. Une fois que tu essayes d'enlever la béquille, qu'il va falloir peut-être mettre autre chose ou garder la béquille de temps en temps ou un peu. Et ça, c'est vraiment la relation, à mon sens. Et c'est là où on est un peu déficitaire. C'est qu'on n'apprend pas ça, en fait. Et en plus, on manque de confiance dans l'autre pour qu'il puisse t'accompagner le long du chemin. Et puis que pour celui qui t'accompagne, en plus, c'est un vrai investissement. Ça veut dire qu'il va devoir être là, en fait, pour t'aider et tout ça. Et donc, tu vois paradoxalement arriver les coachs, gens qui vont te coacher quoi, sur ta vie. J'ai du mal à savoir si c'est bien, pas bien, j'ai du mal à savoir. Ça dépend quel est le but. Si le coach, son but, c'est de te faire être plus performant, engranger plus de pognon, etc., et correspondre au modèle dominant, à mon avis, là, c'est mal. Si c'est permettre de te réaliser individuellement et arriver à sortir de tes béquilles, de tes croyances limitantes, de tes habitudes qui te pourrissent la vie et la santé, là, c'est peut-être intéressant.
mais peut-être que c'est pas un coach qu'il faut. Peut-être c'est juste des amis. Je me Des dis amis bien, sincères. et que c'est le rôle des amis. Et que actuellement le friend sur Facebook, il n'a pas ce rôle-là. Et donc on a complètement dévoyé le langage encore une fois. L'ami est devenu un truc complètement factice, quoi, qui cherche à te faire correspondre à ce qu'il faudrait que tu sois pour être bien conforme, quoi, pour être bien dans l'imposture. Alors qu'au contraire, non, le vrai ami est celui qui te permet d'être toi, tel que tu dois être, et qui va être de manière inconditionnelle sur le chemin pour te relever à chaque fois que tu auras besoin d'être relevé. Et, bon, donc voilà. donc, je reviens à la relation, hein, comme moteur clé. Et puis au témoignage, tu en as parlé tout à l'heure, hein, de cette femme qui faisait témoigner les enfants, etc. Réinfo Covid, je boucle avec mon collectif, faire un peu de pub Non, pour non, revenir vas-y, sur vas-y. Réinfo Covid. C'est-à-dire, on remonte des témoignages, on cherche à donner un éclairage décentré par des intellectuels ou des scientifiques qui sont décentrés, mais aussi par des citoyens, pour redonner une intelligibilité sur la réalité. On cherche à mettre une narration en place, raconter une histoire où on a écrasé du talon le raconteur de sornettes, le serpent à sonnette qui est en train de vous hypnotiser avec les yeux, comme dans voilà, des Allez, médias. confiance. Ouais, ouais. Confiance, exactement, K. Là, celui-là, il faut l'écraser du talon et hop, il va s'enfuir dans les fourrés et ce sera très bien. Donc, ça, c'est les médias, en fait. Il faut faire taire les médias et voilà. Et proposer une autre façon de raconter l'histoire. Donc, utiliser toutes les autres voies alternatives. Il y a toujours au moins une autre façon de faire. Et refuser aussi les formats imposés par les médias, qui ne permettent pas de déployer la pensée. Là, ça fait 2h30 qu'on parle. On est loin du format imposé, quoi. On aura Non, peut-être mais moins de views, je hein, vais couper pour que ça puisse faire 30 secondes et que ça passe sur Instagram. T'inquiète pas. Je ferai un et, montage complètement malhonnête. ouais, et puis mettre en lien les gens, donc les individus tout seuls, les rapprocher des collectifs et les collectifs entre eux qui se donnent à voir ce qu'ils font les uns aux autres. Et puis ensuite, permettre une interaction avec la matière, avec la réalité. Et ça va commencer par ça commence déjà par des espèces de défis. On donne des défis du nous, quoi, des défis de faire quelque chose, quoi, des défis de protéger Louis quand il va dans sa direction, des défis de protéger Didier Raoult quand il va aller au Conseil de l'Ordre, des défis de protéger Vincent Pavant quand il va être inquiété par la direction de l'université, des défis de se retrouver devant l'école des enfants tous ensemble pour aller commencer à essayer de dire quelque chose sur les masques. Des défis à la bonne hauteur, à la bonne mesure, qui permettent d'avoir des victoires et d'engranger des victoires et de la joie et de sentir sa puissance d'agir. Si vous allez directement essayer de changer la loi à l'Assemblée nationale, ça ne marchera pas. Moi, ça m'avait beaucoup. J'avais envoyé un mail à ta direction avant que tu sois convoqué et j'avais trouvé l'initiative super, qui n'était pas de toi, et de dire écrivez avec bienveillance. Mmh. En gros, c'était témoigner que vous êtes intéressé pour entendre ce discours-là. Et j'avais trouvé ça super comme initiative parce que tu peux pas répondre quelque chose de négatif à ça. Il n'y a pas de prise parce que c'est pas une insulte, c'est pas une attaque, c'est pas une menace. Il n'y a rien de négatif. Ça m'intéresse d'entendre l'approche de ce médecin. Là, en l'occurrence, c'était toi, mais je dirais de n'importe qui. À ce moment-là, je pense que tu n'avais pas de nom, en fait. C'était simplement vraiment une envie du public d'entendre quelque chose. En tout cas, moi, c'était une envie forte. Et je m'étais dit, bah ouais, ça me prend 2 minutes, tu vois, de copier-coller ces trois emails et puis d'envoyer. Par contre, eux, ça va leur prendre plus de 3 minutes de se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis de réfléchir, bah, comment on va lui tenir un discours en fonction de ça à Louis Fouché. Donc je pense qu'en effet, il y a beaucoup d'interstices dans lesquels on peut s'immiscer pour exister déjà. Je pense que beaucoup de personnes ont de la difficulté, et nous, moi des fois, évidemment, hein, pas des fois, dans certaines situations, dire où est-ce que j'existe, où est-ce que je me positionne et où est-ce que je suis face à mes valeurs et à ma conscience. Et des actes du nous, comme tu le dis, pour moi, ils sont capitaux, et qu'ils doivent être proposés, et que des plateformes collectives comme Réinfo Covid sont hyper intéressantes. Alors j'aimerais que tu nous parles parce que tu as enfin vous avez euh, plusieurs projets, notamment il y a Réinfo Santé. Qu'est-ce que vous cherchez à développer derrière? Quelle forme ça a pour le moment et quelle forme ça pourrait prendre après? Ouais.
Juste avant de te parler de Réinfo Santé, je rebondis sur quelque chose, c'est l'idée que il y a besoin d'une pratique. C'est pas une fois pour toutes qu'on est courageux. C'est pas une fois pour toutes que on est vivant. C'est pas une fois pour toutes que, en fait, à chaque instant, c'est remis sur le métier. Et le présent est la porte, la pratique est la clé. Donc, si tu veux pouvoir rentrer dans le présent, il faut pratiquer le yoga, pour ceux qui pratiquent le yoga, pratiquer une espèce d'ascèse pour être en santé, pratiquer le fait de maintenir la bienveillance, la paix, le centrage. Ça ne va pas de soi. Tu peux être pris par la colère, pris par l'impatience. Ce n'est pas impossible, ça peut revenir même quand tu… donc, il y a besoin d'une pratique. Et cette pratique, c'est chaque jour de le remettre sur le métier, quoi. Et voilà. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça, être vivant. C'est être capable de pratiquer, en fait. Et donc de dire, mais c'est chaque jour et chaque instant, quoi. Mais en fait, c'est savoureux en même temps. C'est pas donné une fois pour toutes. Donc tu peux même parfois te prendre toi-même à ne plus être dans ta pratique et à te dire, à le prendre avec humour et bienveillance aussi. Hein. À te dire, mais ok, c'est pas grave. Donc, ben, voilà, c'est pour dire qu'il y a un moment, souvent, voilà, il y a cette histoire de conscience, puis après d'accompagnement sur le chemin spirituel, mais cet accompagnement, voilà, où il y a un moment, tu marches tout seul, et en fait, pas vraiment, tu n'es jamais tout seul, et puis tu vas devoir continuer à pas tomber, quoi, parce que même si tu n'as plus de béquilles, voilà, et il y a besoin d'une, ouais, je reprends le mot de pratique, quoi, mais ça correspond à, je sais pas si c'est compréhensible, hein, c'est une espèce d'ascèse, quoi. Très compréhensible. Et moi, ça fait 2 semaines que je suis là-dedans. Je me dis, en fait, il y a tellement d'opportunités d'être distrait par l'environnement extérieur. Il y a uniquement les pratiques qui vont nous permettre de rester dans une forme d'authenticité et de demeurer dans l'instant présent. C'est-à-dire que tout peut être, tu vas allumer ta connexion Internet, tu vas être bombardé par une info, tu vas recevoir un mail, tu vas recevoir des trucs qui vont te sortir, des trucs hyper violents. Les masques pour les enfants, la vaccination obligatoire, le crack boursier, les journalistes tabassés, tout ça dans la même journée. Et donc, en fait, c'est des éléments qui, pris isolément, demanderaient vachement de temps à décortiquer puis digérer. Et là, c'est un bombardement pendant 9 mois. Et du coup, bah, tu dis, soit je suis pulvérisé vers l'extérieur, soit je redensifie à l'intérieur. Et moi, c'est ce que je conseille à des personnes. Je dis, mais comment on fait? Je dis, tu coupes ça. Et quand tu sens que tu es prêt, tu y vas. Mais par dose presque homéopathique. Si tu, bah, tu vois, c'est hermétique. Si tu sens que c'est trop, t'arrêtes. Mais en tout cas, reviens au centre, reviens au cœur. C'est quoi tes dispositions? C'est quoi tes pratiques qui te font vibrer et comment tu envisages la construction du monde de demain et concrètement, là tout de suite, où est-ce que tu dois te positionner pour que ça se fonctionne mieux et comment tu peux te mettre en lien pour faire acte de résistance quelque part. Et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi, c'est venu pendant un stage que j'organisais il n'y a pas longtemps, euh, à la fois dans l'observation et dans les réflexions partagées, dire mais en fait, il y a uniquement les pratiques. Il y a que les pratiques qui vont nous permettre de rester et de résister en tant qu'individu. Et donc, j'encourage les personnes qui nous écoutent à trouver leurs pratiques, parce que je pense qu'on a tous expérimenté des choses. Tu as parlé du yoga, ça peut être la respiration, ça peut être la pleine conscience, la relaxation, euh, tout un tas de Course à pied, la musique, voilà, la prière. au sens large, la promenade et le reliance avec la nature sacrée, bref, plein de choses. Ou alors, si on n'a pas ça, de se dire il y a un monde merveilleux d'informations qui existe et puis dans lequel on va trouver des solutions parce qu'il y a tellement de propositions. Il y en a des farfelues, il y en a des très concrètes et valables. Et ben dans lesquelles je peux aller. Donc ça, c'est vraiment, moi, ce que j'essaye de faire passer en ce moment, c'est ça. C'est de dire, trouver ce qui résonne, trouvons ce qui résonne pour nous, ce qui résonne en nous, et puis astreignons-nous avec discipline à les faire vibrer et résonner le plus possible pour être le moins perturbé. Parce qu'en fait, c'est ça, je pense qu'il y a il y avait quelque chose que je voulais rajouter tout à l'heure à ce que tu disais, il y a la prise de conscience, puis après l'action. Et des fois, tu as les verrous de protection. Parce que pour certaines personnes, la prise de conscience, si jamais il y a un switch à 180 degrés, il y a une implosion parce que c'est trop violent, parce qu'on a marché en dehors d'une forme de réalité. Et puis que si on s'y confronte trop violemment, ça pète. Et donc, du coup, au moins retrouver une forme de densité pour pouvoir faire face
à quelque chose qui, en effet, on l'a plus abordé ce matin, peut être sous certaines formes assez effroyable. Ouais. Et je pense que ça doit nous pousser à de l'empathie vis-à-vis des gens qu'on juge être peut-être en conflit parce qu'ils veulent porter le masque, parce que je sais pas quoi. En fait, faut voir qu'en fait, ce serait impossible pour eux de faire autrement. C'est un Peut-être que rythme. ce serait beaucoup trop brutal, que tout tomberait, quoi, en fait. Et quelque part, c'est peut-être pas là qu'il faut attaquer, entre guillemets. Et justement, peut-être qu'il faut pas attaquer, en fait. Il faut Pas juste du tout. leur proposer une autre pratique qui va être juste de boire un coup ensemble. Un petit verre de vin tranquillement, avec distanciation sociale d'un mètre 50, etc. Mais juste, voilà, on est en lien et ça va, quoi. Donc, Moi, je me bats depuis plusieurs semaines. Tous les gens qui, sous l'espace commentaire de mes vidéos, dans les trucs, c'est à cause des moutons, c'est à cause des pigeons. Je dis, je veux pas de ça ici. Et qui est supérieur à qui ici? Et il y a bien un moment donné où tu n'es même pas en avance ou en retard. Tu es, dans ton rythme, tu es dans ton chemin, tu es dans ton apprentissage, tu es dans ton expérience. Et je trouve que c'est se tromper de cible aussi, dans le sens où je ne crois pas que la personne qui soit dans la peur et qui n'ait pas de lucidité soit véritablement l'ennemi à pointer du doigt. Je pense pas. C'est plutôt une victime collatérale qui a plus besoin d'aide que d'être fustigée et d'être moquée et insultée. Et donc là aussi, ça demande, bah, c'est un ressort de facilité, mais de vraiment faire un travail de discernement. Et là encore, pour avoir le discernement, faut avoir la connaissance, puis aussi la lucidité qu'on va avoir bah, par les pratiques, encore une fois.